Le 1er juillet, le ministère allemand des Affaires étrangères a annoncé que le gouvernement fédéral exigera dorénavant des tribunaux opérant dans les eaux territoriales allemandes des documents attestant de l'assurance de la cargaison. Mais ce n'est pas aussi intéressant que le fait que, une semaine plus tard, la Suède et le Danemark ont rejoint cette même initiative. C'est un véritable scoop, comparable à la livraison à l'Ukraine de F-16 et de F-18, je vais expliquer pourquoi. En vertu du droit maritime, les eaux territoriales correspondent à une zone de 12 milles à partir du rivage où s'appliquent les lois de l'État côtier. Au-delà commence, pour simplifier, ce qu'on appelle la zone économique exclusive. Le pays côtier peut y exploiter les ressources et pêcher, mais il ne peut pas restreindre la navigation des autres États. Cela s'applique également aux détroits, en particulier aux détroits danois. Oui, même si ces détroits sont en fait des eaux territoriales du Danemark et de la Suède, car ils font déjà 12 000. Le droit de passage en transit s'applique tout de même à ces détroits. Cela signifie que même un navire de guerre russe peut passer ici librement sans nécessiter l'autorisation des autorités danoises. Mais récemment, les bureaucrates européens guindés de Copenhague et de Stockholm ont pris une mesure sans précédent. En fait, ils ont décidé de revoir le droit maritime international, car désormais les pétroliers appartenant à la soi-disant flotte fantôme seront soumis à des inspections. Les gouvernements européens ont donné à cette décision une forme juridique irréprochable, je vous l'assure. N'en doutez même pas. Je suis plutôt agréablement surpris qu'ils aient même osé faire cela, car cela peut se terminer de n'importe quelle manière. Les actions même contre des navires civils en mer sont d'une audace sans précédent. Elles ne sont comparables qu'à de la piraterie, à la seule différence que ce sont les pays de l'OTAN qui endossent le rôle de pirates de la mer Baltique. Des images récentes sur Internet montrent des navires de patrouille estoniens tentant de s'emparer d'un pétrolier en eau internationale. Tout cela se fait sous le prétexte, sans aucun fondement en droit international, de lutter contre la flotte de l'ombre. De telles actions, même dans les eaux territoriales, violeraient le droit de passage inoffensif. Il s'agit d'une norme fondamentale du droit international coutumier, codifiée dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de l'année 1982. Malgré la cruauté absolue de l'Allemagne hitlérienne, ces diplomates avaient au moins assez de respect pour eux-mêmes pour ne pas crier sur tous les toits que certaines conventions n'étaient pas respectées à l'égard des nazis. La Russie, quant à elle, ayant violé toutes les normes et règles internationales, n'a pas encore atteint ce niveau de respect de soi. C'est pourquoi Nebenzia raconte sérieusement à la communauté internationale des histoires de piraterie. Mais nous sommes ici pour discuter non pas des normes juridiques, mais des conséquences de ces décisions. En effet, le premier pays à avoir arrêté un pétrolier de la flotte fantôme russe a été l'Estonie. Cela s'est produit le 11 avril. Le navire ne sera relâché qu'après 15 jours de longues vérifications. Je le souligne immédiatement. Ne vous attendez pas à ce que l'Allemagne, le Danemark ou la Suède envoient désormais leurs navires de guerre dans les détroits pour les fermer aux pétroliers russes. Non, tout se déroulera comme pour le navire retenu par l'Estonie. La Russie va réenregistrer les pétroliers sous pavillon de républiques bananières après de longs jours de vérification en exploitant des failles juridiques du droit maritime. Ils vont réassurer la cargaison via des sociétés qui ne sont pas encore sous sanction puis obtenir l'autorisation de passage. Une société quelconque, enregistrée dans un bureau quelque part dans une tour à Dubaï ou à Hong Kong, pour que, dès que les sanctions sont imposées, le directeur général et son adjoint échangent leur rôle et, dans le même petit bureau, une nouvelle société est enregistrée et obtient, de façon surprenante, le droit de posséder les navires qui appartenaient auparavant à l'ancienne société. Cependant, il ne faut pas le sous-estimer. L'arrestation d'un pétrolier pendant 15 jours est un retard sans précédent selon les normes actuelles, entraînant le paiement d'une énorme pénalité. Si la situation se répète à plusieurs reprises, il faudra inclure dans la décote du pétrole russe Oural des coûts énormes, notamment en raison des arrestations possibles des cargaisons. Et un retard de 15 jours peut être la durée minimale, les navires peuvent être immobilisés encore plus longtemps. L'Inde voudra-t-elle réellement signer des contrats pétroliers avec un mois de retard de livraison pour ses raffineries ? Et il se peut même qu'il n'arrive pas du tout, alors que la Russie exporte 60% de tout son pétrole via la mer Baltique. Imaginez l'impact sur le budget. Mais vous vous demandez peut-être quelle sera la réaction de la Russie ? Ne peut-elle pas s'y opposer ? Le 13 mai, cela a débuté, toujours devant Tallinn. Les patrouilleurs estoniens Raiu et le navire Kurvits ont tout fait pour coincer un pétrolier de 244 mètres de long, battant pavillon du Gabon. Avec des Russes dans l'équipage, le navire était dans les eaux estoniennes, où il risquait l'inspection et l'arrestation. Après qu'un chasseur russe Su-35 soit venu faire un tour, les Estoniens ont décidé qu'ils n'avaient pas tellement besoin de ce pétrolier. Oui, le 12 mai, l'Estonie a de nouveau tenté d'arrêter un pétrolier de la flotte fantôme russe.
Cependant, la tentative n'a pas abouti. La Russie a dépêché un Su-35 sur place, dissuadant Tallinn de poursuivre l'escalade. Cependant, il est difficile de voir cela comme une victoire russe. La flotte estonienne est principalement composée de patrouilleurs, sans destroyers ni frégates. Mais ce n'est pas le plus important. L'arrestation du pétrolier russe dans la zone économique exclusive soulève des questions juridiques concernant la légalité de la saisie du navire. En d'autres termes, l'inspection d'un navire est possible, mais uniquement pour des motifs très sérieux. Le navire gabonais se dirigeait vers un port russe sans manœuvre suspecte. Cependant, la situation est différente pour les détroits. Hérisson le Grand et le Petit Belt sont des eaux territoriales danoises et suédoises, bien qu'étant des voies navigables internationales. L'exigence d'inspecter le navire pour des raisons de sécurité écologique de la cargaison est tout à fait légale. Une demande appuyée par les flottes suédoises et danoises est donc doublement légale. Les forces navales royales danoises sont représentées par au moins 5 frégates modernes de type Iver et Absalon. À bord de chacune, il y a soit 32 missiles anti-aériens, 32 ou 6 Sparrow, ainsi que de 8 à 16 Harpoon PKR. Quant à la flotte suédoise, il n'y a même pas besoin d'en parler, 11 frégates de type Visby et Göteborg. Il faudra désormais compter avec cette puissance. De plus, nous sommes à nouveau confrontés aux spécificités du droit maritime. La Russie a commencé à escorter ses pétroliers de la flotte de l'ombre avec des navires de guerre, comme je l'ai déjà expliqué. Ce n'est que si le pétrolier est intercepté dans les eaux territoriales du Danemark ou de la Suède, toute action d'une corvette russe de type Steregushchi visant à empêcher l'interception sera considérée comme agressive. Encore une fois, selon le droit maritime, les navires de guerre russes ne peuvent traverser les détroits danois qu'en transit, sans s'arrêter ni effectuer de manœuvres. Je ne parle même pas de l'envoi de chasseurs russes vers le lieu de l'interception. Une telle action serait une violation de l'espace aérien d'un pays de l'OTAN, ce qui est une situation très défavorable pour la Russie. Il faudra soit essuyer l'affront à chaque interception, soit commencer des actions militaires. Mais bien sûr, c'est peu probable. Les nouvelles demandes nous aideront à renforcer encore davantage la coordination avec nos amis et partenaires dans la région. Notre objectif est clair, augmenter la pression sur la flotte fantôme russe et protéger l'environnement en mer Baltique. Johann Wadephul, ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, dans un message publié sur le site du ministère. La coalition contre la flotte fantôme, initialement menée par le Royaume-Uni, a été créée il y a 1 an. Cependant, la révision des règles de conduite avec les navires dans les eaux territoriales n'a été convenue que récemment, et l'application de ces règles n'a commencé qu'après l'adhésion de l'Allemagne à l'initiative. Et il est clair que pour mettre en œuvre cette décision, il fallait une locomotive de l'Union européenne dirigée par Friedrich Merz. En fait, sa détermination est devenue un facteur clé pour renforcer le contrôle sur la flotte de l'ombre. Cela ne veut pas dire que la Russie perdra 60% de ses revenus pétroliers dans les mois à venir. Cela augmentera les coûts pour le Kremlin, mais n'arrêtera malheureusement pas l'exportation des hydrocarbures. Mais je vous ai parlé de cette mesure prise par les dirigeants européens pour une autre raison. Vous comprenez, le fait est que dans la stratégie militaire russe, l'une des tâches les plus importantes est d'intimider les alliés de Kiev et de les convaincre que la machine militaire russe est un rouleau compresseur qui continuera d'avancer aussi longtemps que nécessaire, peu importe à quelle vitesse. L'essentiel est qu'on ne peut pas l'arrêter. Cela se fait afin de convaincre les alliés européens et américains de Kiev de l'inévitabilité de la défaite. La Russie doit obliger les capitales démocratiques à accepter la perte de l'Ukraine. Il faut les forcer à reculer. Cependant, la décision de limiter le transport du pétrole par la route baltique est un signe que les Européens n'ont pas peur et sont prêts à eux-mêmes escalader la situation. Comme l'a dit Nebenzia, les cyberattaques contre les pétroliers russes sont indéniablement une escalade, n'en doutez pas. Quelle est la raison de ces actions si décisives de l'Europe ? Eh bien, il y a de nombreux facteurs. Pour la première fois en 5 ans, l'Europe est devenue la principale destination des exportations américaines, représentant 35% des livraisons des États-Unis, selon le SIPRI. Le Moyen-Orient est désormais le 2e plus grand marché pour l'industrie de défense États-Unis avec 33%. C'est une diminution significative par rapport à la période 2015-2019, lorsque la part de la région atteignait 49%. C'est ce qu'indique le rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. L'augmentation des achats d'armes par les pays de l'Union européenne est motivée par le soutien à l'Ukraine et le renforcement de leur propre défense. Les raisons de la détermination de certaines capitales démocratiques résident dans le renforcement des capacités militaires des membres européens de l'OTAN. En 2022, l'Allemagne a dépensé 56 milliards de dollars pour la défense et en 2024, ce chiffre est passé à 88 milliards.
Le Royaume-Uni a augmenté ses dépenses de 66 à 81, le Danemark de 5 milliards et demi à presque 10, la Suède de 7 à 12 et ainsi de suite. Et, comme vous le savez, rien ne renforce autant la souveraineté que l'accroissement des capacités militaires. Deuxièmement, il faut remercier Donald Trump. Après son retour à la Maison-Blanche, les membres européens de l'Alliance se sont fortement intéressés au maintien de l'Ukraine dans l'architecture de sécurité européenne. S'ils se considéraient auparavant comme intouchables grâce à un allié d'outre-Atlantique fiable, il serait désormais imprudent de compter entièrement sur lui. C'est pourquoi les préparatifs militaires concrets des pays membres de l'OTAN en mer Baltique constituent un signal essentiel pour la Russie, indiquant qu'ils ne resteront pas à l'écart. Et deuxièmement, c'est un signal d'alliance pour Kiev. L'Europe n'est pas prête à laisser l'Ukraine seule face à l'agresseur. Et pour conclure, j'ai 2 messages. L'un pour Moscou et le président Poutine. Le message est très simple. Nous ne céderons pas. Oui, je comprends que tout cela ne semble pas très rassurant pour les Ukrainiens en ce moment. Au moment où l'agresseur a intensifié la terreur avec des frappes de drones, et ces attaques semblent être de celles qui pourraient ébranler la résilience de l'arrière ukrainien. Ce que fait la Russie est vraiment très effrayant, et les informations selon lesquelles, dès l'automne, la Fédération de Russie pourrait avoir la capacité d'attaquer l'Ukraine chaque jour avec 1 millier de drones sont terrifiantes. Je comprends tout cela, mais il faut aussi comprendre que toute guerre est un processus de modernisation de l'épée et du bouclier. Qu'est-ce que cela signifie 1000 drones par jour ? En 2024, le groupe de hackers Prana Network, après avoir piraté des serveurs iraniens, a eu accès à des documents concernant la vente de drones Shahed à la partie russe. Selon les plans pour 2023, avec une localisation complète de la production et un approvisionnement minimal en composants iraniens, le coût de revient prévu du Shahed 136 devait être de 48 800 $ par appareil. Supposons que la Russie ait réussi, grâce à une localisation complète et à une production de masse, à réduire le coût de revient de l'appareil à 40 000 $. Autrement dit, 1000 drones Shahed par jour, cela représente 40 millions de dollars par jour, soit plus de 14 milliards et demi de dollars par an. Cela correspond à environ 10% du budget militaire total de la Russie. Certes, certains de ces drones sont des leurs, mais vous saisissez l'ampleur des prix. Mais supposons que le Kremlin soit prêt à de telles dépenses, considérant l'efficacité de la terreur comme tactique. Toutefois, l'Ukraine renforce aussi ses capacités à intercepter des cibles. Il ne s'agit pas des fameux drones intercepteurs qui apporteront aussi une énorme contribution contre les Shahed. Comme vous le savez, la baisse d'efficacité des groupes mobiles ukrainiens armés d'armes légères est due au fait que, depuis peu, l'altitude de vol des Shaheds a augmenté jusqu'à environ 2 km. Cela empêche de détruire ces appareils avec des armes légères. Personne ne va abattre un drone de 40 000 $ avec un missile anti-aérien dont le prix commence à 1 million de $. Même le système portatif de défense aérienne Piorin coûte 1 800 000 $. Mais la nouvelle tactique russe a aussi ses inconvénients. À une telle altitude, le drone est facilement détecté par les différents radars utilisés par l'Ukraine et il est relativement facile à abattre par l'aviation. En effet, un drone volant à 150 km à l'heure est une cible assez facile. Cependant, un autre dilemme se pose ici. L'utilisation de l'aviation de chasse pour de telles cibles dans le ciel ukrainien est extrêmement dangereuse. En 3 ans de guerre, Kiev a reçu des dizaines de systèmes de défense anti-aérienne différents de plusieurs pays qui ne sont pas encore intégrés dans un système de défense aérienne unifié de l'Ukraine. En effet, c'est une tâche assez complexe, mais cette tâche est en cours de résolution. Le 31 mai de cette année, le ministère de la Défense de l'Ukraine a signé un accord de licence pour utiliser le logiciel non commercial de l'OTAN Coalition Shared Information, ce qui permettra aux avions et aux systèmes de défense anti-aérienne ukrainiens et de l'OTAN de se coordonner dans un environnement numérique unifié. Coalition Shared Information est un composant clé du système de gestion de combat fonctionnant sur le protocole LINK-16. Cette technologie est utilisée pour la gestion opérationnelle de l'aviation, y compris les F-16 et les Mirage 2000 que l'Ukraine a reçus, ainsi que des systèmes de défense anti-aérienne et anti-missiles. Dès que ce travail sera terminé, l'aviation pourra aborder de manière plus systématique la destruction des drones russes. Le problème des attaques massives de drones sera résolu. Le taux d'interception sera si élevé que les investissements russes dans le terrorisme ne seront plus rentables. Donc, il serait présomptueux pour la Russie de compter sur le fait que des bombardements seuls pourraient pousser l'Ukraine à capituler, d'autant plus que les Ukrainiens comprennent parfaitement ce que signifie la capitulation pour eux. Les plus redoutables, ce sont ceux qui ont aujourd'hui 7, 8 ou 9 ans.
Parce que dans 10 ans, pas quand ce sera un salaud accompli qu'on aura éduqué dès la première classe à croire qu'il a un ennemi qu'il faut détruire. Et il n'y aura aucun autre sentiment là-bas. Si les parents de ceux d'aujourd'hui qui ont vécu en Union soviétique sont encore en vie là-bas, ils peuvent peut-être encore dire quelque chose de temps en temps. Eh bien, entre deux Varenikis, pour ceux qui ont 7, 8, 9 ans, là, excusez-moi, c'est sans espoir.